Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... On the bottom of our planet lies the frigid land of Antarctica, the coldest and most inhospitable continent in the world. Stretching over 5 million square miles, Antarctica is covered in ice sheets that reach more than a mile deep. The average daily temperature is negative 49 degrees Fahrenheit, and wind speeds can reach over 100 miles per hour. Des histoires étranges de l'ère numérique. L'Antarctique, un territoire très peu fréquenté par l'homme où règne un climat extrême Et des saisons très intenses. Les conditions d'isolement dans un tel climat font en sorte que le mental des scientifiques est poussé aux limites et parfois peut mener à d'importantes dérapes. Violences inexpliquées, abus sexuels, tentatives de meurtre et morts inexplicables font partie des secrets bien gardés De ces bases de recherche très éloignées. Suivez-nous dans cet épisode choquant où on vous amène dans un territoire où la loi et l'ordre ne sont pas très clairs. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce que ce soir, en fait, on a un épisode un peu hivernal. Oui. On se plonge dans l'isolement, dans les territoires éloignés de l'Antarctique. Oui, oui. Un épisode un petit peu différent des autres où on va aborder plusieurs histoires. Certaines histoires, on va le creuser un petit peu plus, vous allez voir, mais on va aborder un peu le sujet de justement jusqu'où ça peut amener la psychologie humaine d'être éloigné comme ça, de vivre dans un climat extrême où les saisons sont très extrêmes aussi, de vivre avec des gens, passer beaucoup de temps dans des espaces restreints avec beaucoup de gens. Est-ce que tu es un peu claustrophobe, toi, Seb? Claustrophobe, je trippe pas à être enfermé, mais je pourrais pas me catégoriser de claustrophobe. Non. Non, je pense que non. Et toi? Bonne question. Je pense que j'ai quand même besoin de beaucoup d'espace en général. Donc, je sais pas si je serais le bon candidat, en fait, pour aller en Antarctique pendant plusieurs mois. Vous allez voir, un des sujets aussi qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les conditions de vie, en fait, des scientifiques qui sont basés là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quel type de recherche ils font? Puis justement, quel genre de candidat peut aller faire de la recherche? Là. Ça se rapproche presque de conditions mentales de gens qui vont aller dans l'espace à quelque part parce que c'est vrai. Ils sont isolés. Isolés pendant des longues périodes de temps. Et vous allez voir, il s'est passé des histoires assez inexplicables en Antarctique sur ces bases de recherche-là. Ça risque d'être un épisode passionnant, vraiment, un de ceux où on a eu le plus de fun à travailler en recherche. Et en after show, en fait, pour nos abonnés Patreon, si jamais ça vous dit de rejoindre le groupe, vous pouvez vous rendre au patreon.com/distorsion. Mais en after show, on revient encore sur le thème de l'Antarctique, mais on va parler de théorie du complot, parce qu'il y en a beaucoup, là, partout où l'homme ne va pas fréquemment. On sait que ça crée une certaine sorte de fascination, et c'est là qu'il y a des mythes, des légendes. Est-ce qu'il y aurait une base extraterrestre en Antarctique? Est-ce que Hitler se serait caché en Antarctique, d'ailleurs, selon les rumeurs? Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Là. Est-ce que Tupac y habite? Bonne question. Mais je sens que Christian Page va nous unfriender là, parce que là, on parle de théorie du complot. Là. Mais vous allez voir, on va débunker ça aussi. Les décrypteurs aussi vont nous tweeter comme quoi on prolifère de la désinformation. Mais vous allez voir, on va en débunker aussi. Mais c'est un épisode qui risque d'être très intéressant. Qu'est-ce qu'on boit, Seb, ce soir pour cet épisode froid et comment dire... glacial. Oui. En fait, on a une bière thématique justement pour accompagner tout ça. C'est la Grivoise de Noël du Trou du Diable. En fait, une bière que même si on n'est plus vraiment à Noël, qui se boit
bien en plein hiver, en fait. La Grivoise de Noël, c'est une bière brune qui catégorise de festive, 7,5% d'alcool. Elle est vraiment bonne. Tu as un mélange d'épices et de bonbons aux petits fruits. Il y a un assemblage vraiment complexe de caramel, réglisse, cardamome et piment fumé. Honnêtement, elle est vraiment délicieuse. Donc, merci au Trou du Diable. Et en fait, cette bière-là nous a été offerte via la tournée de bière sur notre site Internet par Sébastien Waro. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais bref, shout-out à toi, Seb, merci énormément. Et si vous voulez faire comme lui, nous offrir une bonne petite bière pour remplir notre fridge dans le studio, vous vous rendez sur distorsionpodcast.com. En haut à droite, il y a un petit bouton « Tournée de bière » et vous suivez le processus pour nous faire un petit don. Donc, merci beaucoup. On a aussi une review 5 étoiles et un shout-out qu'on donne à Honeymoon. Peut-être que c'est Lana Del Rey qui nous écoute. Et on nous dit, au début, utilisé comme un son de fond pour jouer aux Sims. Ça m'a bien fait rire. Ce podcast est devenu un incontournable de mes journées. Histoire extrêmement bien racontée, présentateur attachant et charismatique. Je sais pas si c'est ça que j'utiliserais, distorsion, dans un background pour jouer aux Sims, mais respect à toi si ça te fait découvrir des bonnes histoires terrifiantes. Merci, Honeymoon. Oh oui. On vous rappelle qu'on a plein de contenus disponibles sur Patreon, des gens qui rejoignent notre Patreon en même temps. Vous allez voir, vous avez tellement de contenus bonus, c'est fou. Vous avez plusieurs after-shows sur plusieurs saisons, les épisodes secrets, des épisodes bonus. Il y en a d'ailleurs 2 autres qui s'en viennent, qu'on vous a préparés comme ça, l'air de rien, subtilement. On a quelques petits épisodes secrets et hors-série qui s'en viennent. Donc, rejoignez la page, vous allez voir, c'est une belle communauté. Sinon, notre dernière collaboration, en fait, c'est une bande dessinée avec Low Raider, le label 619, piloté par notre ami Ron. C'est une bande dessinée d'horreur, en fait, que les gens de 619 avec Rue de Sèvres ont sorti. 3 histoires étranges de l'ère numérique, écrites avec notre collaboration. Moi et Seb, d'ailleurs, on figure dans la bande dessinée. C'est disponible partout dans le monde. Donc, autant en Europe, il y en a des tonnes de copies. Au Québec aussi, un petit peu moins de copies, mais il y en a quand même partout. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces sur leslibraires.ca. Donc, merci à ceux qui nous encouragent là-dessus. Et Seb, je pense qu'on en a assez dit. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le climat glacial de l'Antarctique? Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, savais-tu, Émile, qu'en utilisant Incogni, il est possible de limiter considérablement les appels indésirables et les emails de spam que tu reçois chaque jour? Dieu sait que j'en reçois, Seb, donc explique-moi comment, parce que gérer tous ces spams-là au quotidien, ça devient lourd. Ah, c'est clair. Précisément, en fait, c'est ça le rôle d'Incogni. Leur service procède à la suppression de toutes tes données personnelles des registres des courtiers en données. Tu sais, ça, c'est des entreprises qui accumulent et commercialisent tes informations pour le revendre à d'autres entreprises pour des utilisations à des fins marketing, entre autres. Grâce à Incogni, tu récupères la maîtrise de tes propres données personnelles. Incroyable. Ça, je sens qu'on avait besoin de ça. Seb, en plus, 2 podcasteurs qui scrutent toujours le web, Dieu seul sait qu'on en reçoit. Ils agissent donc directement contre ces courtiers en données qui profitent de nos informations, réduisant ainsi les chances de vol d'identité. Comment est-ce que je pourrais accéder au service, Seb? Super simple, tu te rends sur le site incogni.com/distorsion, ça s'écrit incogni.com/distorsion, et avec le code spécial, en fait, de distorsion, il est automatiquement entré lorsque tu te diriges à cette adresse, tu as 60% de rabais de réduction dès maintenant. L'abonnement annuel d'Incogni est non seulement très abordable, à seulement 6,49 par mois, avec une facturation annuelle, mais il existe aussi une option mensuelle. Donc, le processus d'inscription est simple, automatisé, et il facilite vraiment l'accès à ce service essentiel lorsqu'on passe beaucoup de temps sur le web. Exact. Puis si tu changes d'avis, c'est super facile à annuler. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Je vais m'inscrire, Seb, dès qu'on finit l'épisode. Donc, plus tu spammes, moins de risques. C'est exactement ce dont on a besoin. Alors, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode de ce soir? Oui, monsieur. Avec la paix d'esprit garantie par Incogni. Oh oui. Aujourd'hui, on se transporte dans une des régions les plus isolées et les plus froides du monde. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans cette région du pôle Sud. Tout y est très secret,
très réservé. Il y a aussi des flous au niveau de la loi, donc ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qui se déroule au quotidien. Mais comme toute autre région du monde, il y a quelques humains, et il y a bien sûr des crimes et plusieurs mystères. Tout d'abord, avant de parler de ces beaux mystères, Seb, parlons de l'Antarctique un petit peu en général, parce que je me suis rendu compte qu'en fouillant, j'en connaissais pas tant que ça, sur ce continent qui est énorme, en fait. L'Antarctique est un continent situé au pôle sud de la Terre, ça la plupart d'entre nous le savons. Il a été officiellement découvert au 19e siècle et est le dernier continent à avoir été exploré. Okay. Avec une superficie oscillant entre 12 et 18 millions de kilomètres carrés selon les saisons, l'Antarctique est le 7e continent de la planète. Depuis 1959, il est protégé en tant que réserve naturelle consacrée à la paix et à la science par le traité sur l'Antarctique. Et aucun gouvernement ne revendique sa souveraineté. Oui. L'accès à l'Antarctique est réglementé par le traité dont je vous parle et toute personne souhaitant s'y rendre doit obtenir une autorisation. En raison de son isolement et de son climat hostile, la vie en Antarctique est difficile. Mais le continent offre un environnement propice à la recherche scientifique sous toutes ses formes. Tu serais surpris de voir à quel point on étudie des choses différentes là-bas. On peut faire de l'exploration du cosmos tout en explorant la biodiversité, le climat et autres. Donc, c'est un endroit très propice. En Antarctique, il n'y a pas de population autochtone connue et aucune personne n'habite de manière permanente sur le continent. Cependant, il existe environ 45 stations de recherche permanentes, complétées en été par 30 camps supplémentaires. Parce que vous allez voir, l'hiver, il y a moins de gens. L'été, il y a un petit peu plus de gens parce que le climat est très hostile en hiver. Ces stations de recherche soutiennent des populations de taille variable, allant de quelques personnes à plus d'1 millier pendant la saison estivale. Donc, il peut y avoir du monde sur ces bases-là. La majorité des scientifiques et du personnel de soutien vivant en Antarctique effectuent des missions de courte durée, généralement de 3 à 15 mois, bien que certaines missions puissent durer plus longtemps. Pour moi, 15 mois, ce serait quand même une longue durée. Je suis pas sûr que j'appellerais ça de courte durée. Non, moi non plus, honnêtement. Puis, tu n'as pas toujours la chance, on va y revenir plus tard, mais tu n'as pas toujours la chance de retourner chez vous. Là. Si pendant ces mois-là, ça se peut qu'il n'y ait pas d'autres allers-retours vers ton pays d'origine. C'est un non-retour. Donc, il faut vraiment être motivé à passer tout ce temps-là. La recherche scientifique en Antarctique a une histoire très riche, marquée par des expéditions et la mise en place de nombreuses bases de recherche. La base antarctique Amundsen Scott, située au pôle Sud, dont on va vous reparler aussi, qui est une des plus connues, a été créée en 1956 dans le cadre de l'année géophysique internationale de 1957 et n'a jamais cessé d'être habitée depuis. Cette base est le lieu habité le plus méridional du monde. D'autres pays comme la France, l'Argentine, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Chine, l'Italie et d'autres pays aussi ont également établi des bases de recherche en Antarctique, certaines qui datent des années 50 et 60 et qui sont encore actives. Ces bases ont permis de soutenir une grande variété de recherches scientifiques allant de la météorologie à la glaciologie, en passant par la biologie et la géophysique aussi. Elles ont joué un rôle crucial dans la compréhension de l'Antarctique et de son impact sur le climat et l'environnement mondial. Les objectifs de ces recherches incluent la compréhension des changements environnementaux, la surveillance de la biodiversité, l'étude des phénomènes météorologiques extrêmes, la recherche sur le climat, bien évidemment, et la contribution à la compréhension globale de la planète. La taille moyenne des habitations scientifiques en Antarctique, là, c'est important d'en parler parce que les histoires d'aujourd'hui vont se dérouler dans ces bases-là. C'est pas des châteaux, là, vous allez voir. La taille des bases varie en fonction des stations puis des budgets de chaque expédition, évidemment. Par exemple, la base antarctique Concordia, qui est gérée par la France et l'Italie, est une station de recherche permanente qui a une altitude, en fait, de 3233 mètres, donc quand même assez élevée dans les montagnes de l'Antarctique. Elle est conçue pour accueillir jusqu'à 60 personnes en été et une équipe réduite de 12 à 15 personnes en hiver.
La station permanente de Concordia comprend 2 grandes zones d'habitation, l'une utilisée pendant l'été et pouvant héberger une 60aine de personnes, et l'autre en hiver qui est pour l'équipe réduite. En fait, c'est qu'il y a des degrés d'isolation différentes là, dans une section à l'autre. Oui, oui. En hiver, évidemment, on est dans des plus petits espaces parce qu'il fait très froid. La base antarctique Almirante Brown, qui, elle, est gérée par l'Argentine, comprend une habitation principale de 392 mètres carrés, 2 réservoirs de carburant et un bâtiment supplémentaire exclusivement réservé à la recherche. Elle peut, accueillir jusqu'à 18 personnes et est utilisée pour des programmes de recherche dans des domaines comme la biologie, l'océanographie et d'autres disciplines scientifiques. Je vous donne des exemples comme ça. Oui, oui. Il y a la station Dumont-d'Urville aussi, qui est une base scientifique française située en Antarctique et construite, elle, sur l'île des Pétrels en terre Adélie. Donc, évidemment, en Antarctique, il y a des régions aussi qui sont nommées et autres. On n'y connaît rien. Non, pas vrai. Mais c'est immense. C'est un continent en soi. C'est pas juste... c'est en Antarctique, puis tu arrives là, puis tu vois toutes les bases. Oui. C'est à des endroits vraiment précis. Donc, elle est conçue pour accueillir 20 personnes de manière permanente, donc un petit peu moins, et est utilisée pour des recherches sur la biodiversité, mais aussi l'observation de l'atmosphère, ainsi que d'autres domaines. Les habitations scientifiques sont conçues pour résister aux conditions extrêmes, notamment les températures glaciales, les vents violents, tout en offrant un environnement sûr et fonctionnel pour mener des recherches. Certaines bases ont un bar, par exemple, des gyms, il y a une base qui a un spa, entre autres, des bibliothèques, des librairies audiovisuelles de films et autres, parce que je suis pas sûr que le streaming Netflix fonctionne très bien là-bas. Il y a une base aussi qui est une distillerie. Donc, ils ont ce qu'il faut quand même pour se divertir un peu. Puis, pour vous donner un peu l'allure physique, ça dépend vraiment. Tu sais, comme je dis, c'est pas des châteaux. Il y a des bases qui vraiment ont plus l'air d'être des dômes un peu géodésiques, là, tu sais, pour résister au vent, puis pour que ça soit aérodynamique et tout ça. Donc, ils sont conçus dans les dômes. T'en as d'autres que ça ressemble plus un peu à, je veux pas dire des containers, là, mais un peu des fois des roulottes de construction et autres. Donc, c'est souvent, c'est assez, sûrement qu'à l'intérieur, c'est top de la technologie, là, mais en construction, c'est vraiment fait rough là, pour affronter le climat, pour tenir debout. Ça n'a pas l'air d'être luxueux. Là, c'est pas, on parle pas de village avec des dépanneurs puis des choses comme ça. Là, donc, c'est un peu à ça que ça ressemble, les habitations. Donc, c'est là-dedans que les scientifiques passent des semaines et des mois. Là. Comment ils font pour leur électricité, tu le sais-tu? Comment ils gèrent? C'est-tu du mazout, du nucléaire? Je ne sais pas comment ils génèrent leur électricité. C'est sûr qu'il y a du... ça doit être un petit peu différent d'un à l'autre, mais je sais qu'il y en a que c'est avec du mazout ou du gaz, du moins, pour se chauffer, pour produire de l'électricité. Je présume qu'ils doivent avoir un mix de plein de choses. Ils doivent tester des choses aussi, énergie solaire et autres. Ils doivent avoir des génératrices. Mais je ne sais pas à quel point ils ont des installations concrètes d'électricité sur place. Là. Ça aussi, là, avec le froid et tout ça, ça doit être difficile à gérer. Ils doivent vivre constamment, eux, avec des pannes, c'est sûr, avec des réparations à faire live. Non, c'est setup de brousse un peu quand même. Oui, c'est une dedication. Tu te dédies quand tu vas là. Je vais vous parler un peu de la loi maintenant, parce qu'on va parler un peu de crime et tout ça, évidemment, là. En Antarctique, le fonctionnement de la loi repose sur le traité sur l'Antarctique de 1959, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été ratifié par 53 nations. Donc, ce traité-là établit l'Antarctique comme une zone consacrée à la paix et à la science et interdit toute activité militaire, tout essai nucléaire et toute exploitation minière. En outre, le protocole de Madrid de 1998 a renforcé la protection de l'environnement en Antarctique en édictant des règles strictes pour toutes les activités se déroulant sur le continent, notamment en matière de respect de l'environnement, d'études d'impact et d'interdiction. Les crimes commis en Antarctique, eux, relèvent de la juridiction des pays signataires du traité,
qui peuvent poursuivre et sanctionner les contrevenants conformément à leur législation nationale. Donc ça, c'est quand même une subtilité importante à noter. Bien que la criminalité en Antarctique soit rare, quelques incidents ont été signalés. L'isolement et les conditions de vie extrêmes peuvent affecter négativement certaines personnes, ce qui a conduit à des incidents tels que de la surconsommation d'alcool, de drogue, à des bagarres, des exhibitions indécentes et même des tentatives de meurtre. Là, on va y venir, bien évidemment. D'autres types de crimes qui ont été commis en Antarctique incluent l'usage de drogues illicites, la torture, même la mise à mort d'animaux sauvages, ainsi que des infractions environnementales telles que la conduite de moto dans des zones sensibles protégées. En vertu du traité de l'Antarctique de 1959, les personnes accusées de crimes en Antarctique sont passibles de poursuites et de sanctions dans leur propre pays. Oui, OK. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, là, la loi. Là. Oui, c'est logique aussi. Ça peut amener des complications, vous allez le voir dans les sujets qu'on va illustrer. Avant d'aller plus loin, Émile, je voulais te dire un petit mot sur le climat, en fait, car ça peut vraiment avoir un effet important sur le moral des gens. Là. En Antarctique, le climat est extrêmement froid, avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 70 degrés Celsius. C'est tellement froid, là. Quand il fait moins 40 à certains moments, là, imaginez, c'est presque le double. Tu peux pas sortir sans gants, sans protection. J'ai l'impression que ta peau doit quasiment brûler dès qu'elle est en contact avec l'air. Hein. Pendant l'hiver austral, qui dure environ 6 mois, le continent est plongé dans l'obscurité totale, ce qui peut avoir un impact significatif sur la santé mentale et le bien-être des personnes qui y vivent ou qui y travaillent. Hein. On le sait, juste nous, l'automne, on trouve ça difficile d'imaginer 6 mois là, de pas de lumière. Là. L'isolement, les conditions de vie extrêmes et l'absence de lumière naturelle peuvent entraîner des difficultés psychologiques pour certaines personnes. Ce ne sont que les plus forts qui peuvent passer au travers. Ceux qui ont passé l'hiver disent presque invariablement que c'était la pire et la meilleure année de leur vie. Ils parlent de dépression extrême, d'ennui, d'insomnie, de paranoïa, de frustration sexuelle. Ils évoquent également des aurores boréales spectaculaires, des nuits étoilées d'une beauté incroyable et aussi des liens d'amitié durables. Hein. À force de côtoyer les gens comme ça, tu dois t'attacher. Alors que l'été antarctique décline et que le coucher de soleil annuel commence sur un horizon blanc stérile de glace, le dernier vol décollera vers la terre ferme, laissant hommes et femmes livrés à eux-mêmes jusqu'au mois de novembre prochain. Ils seront incapables de s'échapper, même en cas d'urgence médicale extrême. Le bruissement des feuilles, la pluie et les animaux deviendront étrangers. Il n'y aura pas de nouveaux vêtements, de nouveaux films ou de nourriture fraîche. Oui, parce que il y aura pas de ravitaillement, pas de possibilité de retourner à la maison pendant tout l'hiver, en fait. Là. Donc, c'est intense. Donc, la bouffe que tu as, faut que tu la rationnes. Puis, à la fin, justement, ça doit plus être très frais, là, ce que tu as. Non, exact. Dans un tel environnement, disent les experts en psychiatrie sur l'isolement, les bizarreries de personnalité en apparence mineure ou même un léger changement de temps sont amplifiés de manière disproportionnée et peuvent avoir des effets imprévisibles sur le bien-être psychologique du groupe et les conflits surgissent facilement. Pour cette raison, ceux qui se portent volontaires pour passer l'hiver en Antarctique sont évalués pour des tics personnels comme le craquement des articulations ou d'autres habitudes nerveuses qui pourraient être une source d'irritation pour les autres. Selon le capitaine Noel S. Howard, un psychiatre du Bureau de médecine et de chirurgie de la marine qui supervise les tests, les traits les plus importants recherchés sont la flexibilité et la tolérance aux habitudes et aux croyances des autres. Ceux qui présentent des traits paranoïaques, une suspicion excessive et une dépendance excessive aux stimuli et récompenses externes sont écartés. Bon, mais je te confirme que je serai écarté. Une personne avec certaines qualités introverties s'en sort mieux qu'un extraverti qui se montre chaleureux et amical, selon les experts. Oui. Puis j'avoue, tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui a trop de tics, tu sais, dans un environnement fermé après 6 mois, moi, je serais plus capable. Là, tu sais, justement, un craquement de doigts ou n'importe quelle petite habitude
anodines que tu remarques pas, même des fois, chez les autres. Ben là, non, là tu remarques tous les défauts de tout le monde, c'est clair. Ton réservoir émotif doit se remplir. Là. Fait que, non, ça doit être juste en parler, on dirait que je suis irrité. De manière étrange, beaucoup disent que le fait d'avoir une communication radio régulière avec leur foyer, leur maison, aggrave parfois l'isolement, soulignant le sentiment que le monde passe à côté. Donc, si un être cher s'enfuit avec le laitier, cette personne est coincée là-bas, a déclaré le docteur Howard, qui a comparé le personnel de la station antarctique psychologiquement à des prisonniers de guerre. C'est vrai, hein? C'est d'une certaine façon. Cependant, pendant l'été austral, le continent connaît une période de 24 heures de lumière naturelle, ce qui contraste fortement avec la longue période d'obscurité hivernale. Les scientifiques s'adaptent au climat extrême de l'Antarctique en prenant diverses mesures pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Cela comprend des protocoles stricts pour faire face aux températures glaciales, à l'obscurité prolongée pendant l'hiver austral et à l'isolement. Les stations de recherche sont conçues pour résister aux conditions extrêmes. Et les scientifiques reçoivent une formation spécifique pour travailler dans cet environnement hostile. De plus, il y a des activités de loisirs, des interactions sociales et un soutien psychologique qui sont souvent mis en place pour aider, évidemment, à atténuer les effets de l'isolement et de la monotonie. Bref, ce n'est pas pour tout le monde ce genre de boulot, dans de telles conditions. Toi, Émile, serais-tu un bon candidat, tu penses, pour aller travailler dans une zone aussi isolée là, et particulière comme ça? Ben, on dirait, pour être aussi longtemps en isolement, faudrait que je sois tout seul. Je pense que tout seul, je pourrais le faire dans le genre, OK, Émile, on t'engage pour faire de la recherche scientifique. Ben, foutez-moi tout seul dans un container avec ce qu'il faut pour toffer 12 mois, puis des communications pour transmettre mes résultats, puis je vais être correct. Mais j'ai l'impression que c'est l'aspect social. Il faudrait vraiment que je sois avec des gens que j'aime beaucoup, en fait. Des gens que tu connais. Oui, c'est ça qu'avant, j'imagine, ils doivent le faire aussi. Avant de former un groupe, ils doivent passer du temps, s'assurer qu'il y a un fit. Aussi là, au niveau des personnalités. Là. Mais je sais pas, en tout et partout, quand je lis tout ça, c'est pas du rêve pour moi. Là. Non. Mais ça pourrait être une retraite intéressante quelques semaines en Antarctique. Oui, c'est ça, c'est pour des projets temporaires. Je pense que moi-même, je pourrais le faire. Aller enregistrer Distorsion, mettons, là, quelques semaines en Antarctique, ça pourrait être le fun. Une saison antarctique, mais même ce qu'il disait qui m'étonne puis qui m'étonne pas, c'est que quand tu appelles ta famille, ben, ça renforce encore plus l'état d'isolement. Oui. Parce que c'est vrai, hein, tu dois avoir l'impression de stagner un peu sur place, même si tu travailles dans la recherche et tout ça. Mais quand le monde ne bouge pas autour de toi, là, ça donne vraiment cette impression-là. Donc, ben, on l'a vu dans la série Alone. En fait, tu sais, le reality show, en fait, à un certain moment donné, là, il en reste 2 à la fin. OK, moi, je me rappelle plus. Puis, il y a quelqu'un qui flanche à un certain moment donné, puis le gagnant, quand il arrive à la fin, ben, il sait pas qu'il a gagné, mais là, il l'apprend. Il demande, il dit, c'était qui l'autre personne qui restait? Ah, ben, c'était telle personne. Il dit, puis on voit que le gagnant était bien entraîné. Okay. Il demande, est-ce que la personne a utilisé son appel à la famille? Est-ce qu'elle a parlé à sa famille? Ou, ah non, c'est même pas ça. C'est, est-ce qu'elle avait amené une photo de sa famille? Puis, il a dit oui. Parce qu'au début, il leur demande, est-ce que vous voulez amener une photo de votre famille ou pas avant de partir tout seul pendant plusieurs semaines? Puis la personne dit oui, le numéro 2, la personne qui a flanché, dans le fond, avait amené une photo de sa famille. Okay. Tout de suite, le gagnant, il dit « Ah, ben c'est pour ça. » Ah oui, OK. C'est dans le sens que la photo de famille, ou quand tu parles à ta famille, c'est toujours là pour te rappeler ça. Donc, je pense qu'au moment où tu as une faiblesse émotionnelle, tu penses à ta famille, tu as envie de rentrer à la maison. Ça doit te casser, c'est sûr. Là, tu deviens émotif. Oui. Alors, un peu comme dans les téléréalités, souvent, ils ont des droits spéciaux pour parler à leur famille à certains moments, puis des fois, ils éclatent, là, justement. On dirait que c'est pire quand tu peux faire ça. Donc, alors, fascinant. Là, je vais vous parler un peu des premiers crimes qui ont eu lieu là-bas. Il faut faire des recherches poussées là, pour trouver des traces du premier meurtre officiel survenu en Antarctique. Et encore, on ignore s'il s'agit d'une légende urbaine. Dans un article scientifique qui date de 1988, j'avais 10 ans, nommé « Le régime légal de l'Antarctique », le professeur de sciences politiques Christopher C. Joyner fait état de besoins en mesure légale sur le territoire qu'il juge laissé à lui-même. Il cite dans ce papier le premier meurtre sur le territoire qui serait survenu autour de 1959
dans la station soviétique Vostok. Après avoir perdu une partie d'échecs, un Russe dans une base scientifique soviétique en Antarctique aurait assassiné un collègue avec une hache. En conséquence, l'Union soviétique interdit désormais à ses cosmonautes de jouer aux échecs dans l'espace en raison de la frustration d'une défaite qu'une défaite, en fait, peut causer dans un tel contexte d'isolement. Hein? Fascinant. Oui, c'est le crime le plus souvent mentionné, je dirais, dans la littérature en lien avec ça. C'est cité dans des articles, mais c'est difficile à confirmer à 100%. Donc, c'est à quelque part entre la légende urbaine. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé cette histoire-là. Je l'ai lu, le papier de Joyner. En fait, c'est que en 88, lui, suite à des recherches, il a fait des suggestions en disant, oui, on a besoin d'un meilleur encadrement des lois en Antarctique. Ça dérape un peu. Là, donc, déjà en 88, on avait remarqué ça. Puis lui, il fait état de ce meurtre-là. J'ai vu sur un site dédié à des discussions sur le monde des échecs cette histoire-là relatée. Donc, j'ai fait différentes recherches. Ça semble être celle qui revient souvent comme premier meurtre officiel en Antarctique, mais encore, c'est pas tant confirmé. On n'a pas de nom. On n'a pas le nom de la victime, pas le nom du coupable. Donc, c'est bizarre un peu. Mais oui, les échecs étaient un jeu énormément joué en Antarctique. Puis en Russie aussi, c'est presque leur sport national. Oui, exact. Donc, ça peut mener à des frustrations, effectivement. Puis, moi aussi, j'ai été surpris de voir qu'ils ont interdit, en fait, les parties d'échecs et les clubs d'échecs aussi dans l'espace et en Antarctique. Là. D'autres événements troublants seraient survenus en 1979. Dans son article du New York Times de 1982 titré « Conflit et désespoir au pôle Sud », éclaire la psychologie de l'isolement de Robert Reynolds, détaille un autre incident survenu en Antarctique. Et là, je vous le cite. « Les événements du 17 août 1979 ne figureront pas dans les livres d'histoire officiels, mais ils ont été une sorte de jalon psychologique dans l'histoire du pôle Sud. Dehors, les températures ont chuté à 71 degrés en dessous de zéro dans une tempête de neige aveuglante. Mais à l'intérieur, les températures émotionnelles parmi l'équipage de 16 hommes et une femme, après près de la moitié d'une année de noir total, atteignaient le point de rupture. Écumant et ivre, un membre de l'équipage qui venait d'apprendre la mort de son père se précipite dans la cuisine en rage. Il crie et commence à briser sauvagement des tasses. Du sang et du verre partout. Bientôt, il aperçoit son rival pour les affections de la seule femme de la station et charge avec une planche, puis s'enfuit dans la tempête. Il faudra des heures avant que le chaos ne prenne fin avec des entailles et des contusions et des engelures. Ah oui, quand la bouilloire monte, en fait, là, la bouilloire émotionnelle, c'est là qu'on voit que c'est ça qu'on va tenter d'illustrer un peu. La partie d'échec en est une illustration. Ça aussi, ça prend pas grand-chose pour que les fusibles sautent là, dans la tête des gens là-bas. Là. Ah non, la lumière, c'est tellement important pour l'équilibre mental. Là. C'est fou. D'autres crimes ont lieu sur des bases scientifiques au fil du temps. Et selon moi, l'isolation et la santé mentale dans de telles conditions ont joué un rôle important. Le 12 avril 1984, la station de recherche argentine Almirante Brown a été incendiée par le chef de la station et médecin après lui avoir été ordonné de rester pour l'hiver. Le personnel de la station a été secouru par le navire Hero et amené à la station de recherche américaine Palmer, qui est située sur l'île Anvers, ou Anvers. Les deux stations sont distantes d'environ 58 km l'une de l'autre. Donc oui, lui, il a foutu le feu à la station après qu'on lui ait demandé de rester pour l'hiver. Donc, ça a été sa façon de réagir. Là. Ça peut être grave, un feu là-bas. Là. C'est grave partout, mais imagine un endroit où, je veux dire, il y a moins de secours que dans ton pays. En fait, là. Il y a des blessés, etc. Donc, non, c'est... Mon Dieu, c'était ça. Un autre cas, le 9 octobre 1996, à la station américaine McMurdo, une bagarre a éclaté entre deux travailleurs dans la cuisine. L'un des travailleurs a attaqué l'autre avec un marteau. Un autre cuisinier a tenté de mettre fin à la bagarre et a également été blessé.
Les 2 victimes ont nécessité des points de suture. Des agents du FBI des États-Unis ont été envoyés à la station McMurdo pour enquêter et procéder à une arrestation. Le suspect a été transféré à Honolulu, à Hawaï, où il a été inculpé de 4 chefs d'accusation d'agression avec une arme dangereuse. Il a plaidé non coupable. C'est fou, ça aussi, pareil, à coups de marteau. Oui, puis la station McMurdo, vous allez voir, on va y revenir, il s'en est passé des choses. Okay. Il y a eu aussi une tentative de meurtre en 2018. Et vous allez voir, tantôt, on va revenir un petit peu dans le temps. Mais le 9 octobre 2018, dans une station de recherche russe isolée en Antarctique, au fond du monde, le chercheur Sergueï Savetsky a craqué, selon plusieurs rapports d'actualité. Okay. Un certain Oleg Belogouzov, un soudeur de 52 ans, se disputait avec Savetsky, qui est un ingénieur électricien de 54 ans, depuis des mois. Mais cette fois, c'était différent. Belogouzov aurait taquiné Savetsky en lui suggérant de danser sur la table de la salle à manger pour de l'argent. Okay. D'autres sources affirment qu'il s'est fait attaquer car il aurait divulgaché la fin d'un livre que Savetsky était en train de lire. Oui. Donc, j'ai trouvé des rapports sur 2 mobiles dans cette histoire-là. Savetsky, qui était dangereusement ivre, s'est précipité sur Belogouzov avec un couteau et l'a poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine. Oh. Belogouzov a été évacué de la station. Lui était à la station Bellinghausen, située sur l'île reculée de Waterloo, au sud du Chili. Il a été évacué vers un hôpital militaire au Chili, où les médecins ont réussi à lui sauver la vie. Le 29 octobre, on s'attendait à ce qu'il se rétablisse complètement et retourne en Russie. Savetsky, quant à lui, s'est rendu au chef de la station. Cependant, il n'a pas pu rentrer à Saint-Pétersbourg avant le 20 octobre, car les vols vers et depuis l'Antarctique ne sont pas quotidiens, en fait, là, comme je vous disais tantôt. De retour en Russie, Belogouzov a admis avoir poignardé et a été poignardé son collègue, a été placé en résidence surveillée jusqu'au 8 décembre, date à laquelle il sera jugé pour tentative de meurtre. Savetsky maintient qu'il n'avait pas l'intention de tuer son collègue. Les 2 sont d'ailleurs déjà allés en Antarctique dans une mission précédente en 2014 et 2015. Apparemment, l'animosité entre les 2 n'avait jamais atteint un tel niveau de violence jusqu'à cette année. Il peut sembler étrange que Savetsky soit resté en Antarctique pendant plus d'1 semaine après une tentative de meurtre, mais pour être juste, il n'avait nulle part où aller. En raison de l'isolement en Antarctique, si vous commettez un crime là-bas, vous êtes essentiellement emprisonné au même endroit où vous l'avez commis. Oui, donc, il n'y a pas de prison officielle. Vrai, là, les stations de recherche en Antarctique ont la réputation d'accueillir des personnages excentriques et de favoriser une expérience sociale dynamique, mais il n'est pas difficile d'imaginer que des esprits vulnérables, piégés au fond du monde, peuvent être poussés à des extrêmes. Savetsky, qui était en résidence surveillée en Russie en attendant son procès pour tentative de meurtre, a été détenu pendant 10 jours dans une église, en fait, une petite église orthodoxe russe en bois située au sommet d'une colline rocheuse en Antarctique. Donc, assez drôle. Savetsky, a vécu avec les prêtres de l'Église orthodoxe pendant 10 jours après l'incident, avant son vol de retour en Russie. Aucune des stations antarctiques n'a de locaux spéciaux pour l'isolement temporaire des personnes et il n'y a aucun officier de police qui est présent. Le 8 février 2019, Savetsky était à une audience préliminaire au tribunal de Vassili-Ostrov de Saint-Pétersbourg dans son pays. L'homme était plein de remords et était prêt à accepter une punition criminelle plutôt qu'une réhabilitation. Mais Belogouzov, la victime, a pardonné à son collègue et a proposé d'abandonner l'affaire, malgré qu'il s'est fait quand même poignarder à plusieurs reprises. Mais tu sais, en fait, il y a, il était empathique, il comprend le genre de tension qui peut régner là-bas, puis il a pardonné à son collègue finalement, malgré plusieurs coups de couteau à la poitrine. Pour expliquer la situation, il y en a qui vont évoquer le syndrome mental d'hivernage, SEB, qui est une condition qui peut affecter plusieurs personnes postées dans des campements puis dans des régions éloignées.
Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus. Oui, le syndrome mental d'hivernage, Émile, ça a été énoncé par G. Revolier en 1954 et c'est un trouble psychique découlant de situations d'isolement extrême. Ce syndrome il a été quasi exclusivement étudié auprès des personnes participantes à des missions scientifiques dans des régions polaires, notamment en Antarctique. Chez les personnes atteintes de ce syndrome, on constate des modifications du sommeil, des manifestations surtout dépressives avec faible réactivité face à la vie en communauté, des problèmes relationnels, voire des altérations cognitives souvent liées à la dépression ou au stress. Il y a différentes phases du syndrome mental d'hivernage. Il y a 3 phases différentes. La phase d'alarme, en fait, elle se caractérise par une confrontation à la réalité de la situation et une remise en question des décisions prises de faire le voyage en région polaire. Donc, des doutes sur le bien fondé de la décision, des manifestations anxieuses et des idées de fuite. Donc, par exemple, finalement, je renonce, je refuse de me confronter à cette situation, je veux repartir. Toutes ces phrases-là qu'on se dit, c'est la phase d'alarme. Ensuite, on a la phase de résistance, ou autrement appelée phase de contestation, d'opposition. C'est l'une des réactions les plus fréquentes. Le sujet va tenter d'agir sur l'environnement social, le seul perçu comme modifiable, selon lui, là, pour le modifier ou le contrôler. Cela peut se traduire par une situation d'agressivité, d'hostilité entrecoupée de phases anxio-dépressives. Cette constatation, en fait, a pour fonction de donner à l'individu l'impression qu'il peut contrôler la situation, alors que la situation n'est pas vraiment contrôlable. Les conditions climatiques, les conditions sociales, il n'a pas choisi nécessairement les gens, les conditions environnementales aussi. Et la dernière phase, en fait, là, lorsque le bouchon pète, comme on dit, c'est la phase d'épuisement, ou autrement appelée la phase de résignation, acceptation, dans le sens où c'est une phase lors de laquelle vont s'installer des réactions d'indifférence et de passivité. L'individu admet son impuissance à vaincre ce qui l'oppresse, il accepte donc son sort, mais son mental restera affecté. C'est comme un... c'est vraiment un lâcher-prise, en fait. Pour terminer, il y a quand même moyen de remédier à tout ça, à ce syndrome, par le biais de thérapies cognitivo-comportementales ou par le biais d'activités de loisirs qui semblent être le moyen le plus efficace pour lutter contre les conséquences du stress négatif qu'engendre ce syndrome hivernal. Oui, c'est pour ça, en fait, qu'ils vont souvent faire des clubs sociaux là-bas, des salles de sport, des clubs de sport, des clubs de lecture, des choses comme ça pour tenter avec l'aspect social de remédier un peu au syndrome mental d'hivernage qui a l'air très difficile. Mais même, je pourrais faire un comparatif avec les gens plus âgés de notre société. Ils ont fait des études justement sur le bonheur et tout ça, puis souvent en vieillissant, il y en a qui ont tendance à s'isoler, ils ont moins de famille et tout ça. Ça a un impact, disait automatique, justement, la vie sociale sur l'humeur et sur le bien-être, le bonheur des gens. Donc, je ne suis pas surpris que c'est la même chose aussi en Antarctique. Ouais. En fait, moi, quand je file pas, automatiquement que je vois mes amis, là, ça va tout le temps mieux. Ben oui, quand même. Peu importe, on dirait que juste de voir tes amis, puis pas nécessairement que tu vas parler de tes problèmes, mais juste on est des humains, hein, puis on pourrait pas, je pense, être où ce qu'on est sans ce besoin de socialiser. Là, ça fait partie de notre ADN. Donc, on dirait que c'est pour ça, je pense, que ça amène au bonheur. C'est comme pour nous pousser vers ces relations sociales-là qui vont amener... ils disent que quand tu as un réseau social, tu as moins de chances de mourir. Et, dans le sens que ta durée de vie est plus... ton espérance de vie est plus élevée grâce au cercle social. Bref. Ceci dit, Seb, c'est en l'an 2000 que le crime le plus mystérieux commis en Antarctique surviendra.
Au sein de la littérature neuroscientifique, le lien entre l'isolement et le déclin cognitif est plus que de la spéculation. L'isolement précède souvent le déclin cognitif chez les personnes âgées et seules, et dans diverses autres études, il a été démontré qu'il existe des changements physiologiques dans la structure du cerveau. Dans une étude portant sur un équipage de 9 personnes stationnées en Antarctique, il a été constaté qu'en l'espace de 14 mois, une perte de volume moyenne de 7,2% a été notée dans l'hippocampe de chaque membre de l'équipage. Mon Dieu, c'est beaucoup. Pour référence, l'hippocampe est associé à la mémoire spatiale, à l'apprentissage et à la mémoire à long terme en général. Okay. Les individus qui présentent des lésions ou une atrophie de l'hippocampe affichent souvent des dysfonctionnements de l'humeur. Ils ont des difficultés à stocker des souvenirs, peuvent se perdre dans des endroits familiers et peuvent également avoir des problèmes à suivre des instructions. Ah, oui. Ils sont également connus pour avoir des problèmes de prise de décision. Intéressant tout ça. Oui, quand même. En général, on ne s'attendrait à observer des changements aussi drastiques que chez les personnes souffrant de maladies telles que la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou le trouble de stress post-traumatique, ce qui rend ces résultats plutôt choquants, car ils mettent en lumière la nécessité d'une force mentale pour supporter les missions en Antarctique. Et pour certains, les circonstances sont tout simplement trop difficiles. Et là, je vous amène à notre histoire mystérieuse ici, là, dont on va traiter dans cette deuxième partie. En l'an 2000, à la station Amundsen Scott, au pôle Sud, travaillait un astrophysicien australien nommé Rodney Marks, un homme dévoué à son travail, mais connu pour son apparence de rocker, selon ses collègues, avec souvent les cheveux teints en différentes couleurs, et des tatouages, et tout ça. C'était quelqu'un aussi qui aimait bien faire le party, tout en étant un scientifique là, reconnu. Oui, oui. Sa fiancée, Sonia Walter, avait accepté un poste de spécialiste en maintenance à la même station en Antarctique là, que lui pour voyager avec lui et être en sa compagnie pendant tout ce temps-là. Donc, il était allé en couple. Âgé de 32 ans à l'époque, il était un chercheur talentueux et passionné, travaillant sur des projets liés à l'astronomie et aux rayons cosmiques. Il avait été sélectionné pour passer l'hiver dans l'isolement inhospitalier de l'Antarctique, où les conditions météorologiques extrêmes et l'isolement peuvent constituer des défis, comme on l'a dit. Ouais. Il était allé une première fois en 97 et en 98 et il accepta de retourner en mission en l'an 2000. Rodney travaillait à la station Amundsen Scott, faisant partie du projet de télescope submillimétrique antarctique et de l'Observatoire distant de l'Université de Chicago, également connu sous le nom d'ASTRO. La station Amundsen Scott est gérée par la National Science Foundation, qui est une entité du gouvernement américain, bien que certains travaux soient sous-traités là, à la société aérospatiale Raytheon Polar Services. Rodney était apparemment bien réussi là, dans son travail, il avait beaucoup d'exploits. Ses collègues louaient ses compétences là, tout au long de son séjour là-bas. Il était également connu pour aller au-delà de ses fonctions. Il enseignait, par exemple, des cours d'astronomie à des étudiants. Il participait aux clubs sociaux, faisait du sport là-bas aussi. Donc, il était très impliqué dans la vie parasociale de la base de recherche. Il était évident que Rodney avait une passion pour la vie, mais malheureusement, sa propre vie serait bientôt écourtée. En mai 2000, après environ 1 an de travail à la base Astro, Rodney commençait à se sentir mal en marchant entre l'observatoire distant et la base. Il avait du mal à respirer, sa vision était affaiblie et en rentrant à la base, il se coucha très tôt en espérant que ses problèmes disparaîtraient pendant son sommeil. Cependant, à 5h30 le lendemain matin, alors qu'il était allongé à côté de sa compagne Sonia, il se réveilla avec une terrible brûlure à l'estomac et se mit à vomir du sang. C'est des petits, des petits élans de Max Spears. C'est exactement ça qui me venait en tête. Il fit sa première visite au docteur de la station, Robert Thompson, qui, ne sachant pas ce qu'il n'allait pas chez lui et n'ayant aucun contact avec le monde extérieur pour obtenir des conseils, lui dit de se reposer davantage. Rodney revint une 2e fois plus tard dans la journée avec des symptômes aggravés.
La brûlure dans son estomac ne faisait que s'aggraver et ses yeux étaient devenus si sensibles qu'il devait porter des lunettes de soleil même à l'intérieur. OK. Le docteur Thompson nota que Rodney était devenu agité et comme il ne pouvait pas identifier une seule cause des symptômes du patient, il attribua cela à l'anxiété et lui administra un sédatif. Rodney retourna se coucher et se reposa un peu plus longtemps, mais ses symptômes ne firent que s'aggraver encore une fois. Lorsque Rodney visita le médecin pour la 3e fois, il était tellement perturbé qu'il était en train d'hyperventiler et de se débattre. Le docteur Thompson injecta à Rodney un antipsychotique appelé Haldol pour reprendre le contrôle sur lui. Il se coucha et sa respiration ralentit et il sembla d'abord s'améliorer. Mais malheureusement, Rodney fit un arrêt cardiaque peu de temps après et l'équipe de traumatologie de la station fut appelée immédiatement. Après 45 minutes de tentatives infructueuses de réanimation, le docteur Thompson déclara Rodney mort à 18h45. Il a été initialement pensé que sa mort était due à des causes naturelles. Malheureusement, il s'écoulera plusieurs mois avant que le corps de Rodney puisse être transporté en Nouvelle-Zélande pour une autopsie. Pendant ce temps, ses restes ont été placés dans un sac mortuaire et conservés dans un endroit froid. Cependant, certains de ses collègues ont estimé qu'il méritait un lieu de repos plus digne jusqu'à ce que son corps puisse être transporté. Par conséquent, plusieurs d'entre eux ont travaillé ensemble pour fabriquer un cercueil. Puis, ils ont organisé une cérémonie au pôle Sud. Une fois que le corps de Rodney a finalement été évacué du continent vers son pays d'origine, les circonstances entourant sa mort ont été complètement réexaminées. Une autopsie a facilement déterminé que la cause du décès était un empoisonnement au méthanol. Le méthanol, également connu sous le nom d'alcool de bois, est un solvant qui, malgré son nom, n'est certainement pas destiné à être ingéré. Prendre aussi peu que 10 ml de méthanol peut causer une cécité permanente, mon Dieu, et une dose de 30 ml est fatale. Pourtant, Rodney avait choqué tout le monde en consommant environ 150 ml de méthanol. Il était fait fort quand même. La question, bien sûr, était de savoir comment cette substance chimique était entrée dans le corps de Rodney en premier lieu. Oui, parce que c'est une grande quantité, là, ça. Là. Ben oui. 150 millilitres, c'est plus qu'une demi-tasse, en fait. Oui, exact. Oui, c'est pas une goutte. Là. Tu peux pas prendre ça sans t'en rendre compte quasiment. Là. Rodney Marks était un citoyen australien et natif de Nouvelle-Zélande. Il travaillait dans une installation de recherche des États-Unis. Compte tenu de l'environnement multijuridictionnel, en fait, obtenir tout type d'enquête véritable serait presque impossible. En effet, le NSF et le Raytheon ont bloqué toute enquête sur l'affaire. L'enquête menée par la Nouvelle-Zélande a rencontré des obstacles à chaque étape alors que leur opposant essayait d'enterrer l'affaire à chaque occasion. Il y a toujours quelque chose à cacher. En juillet 2000, un rapport médical initial a été soumis, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve de meurtre, d'empoisonnement accidentel, de toxicité environnementale ou même d'infection. Pourtant, étrangement, cette conclusion a été magiquement tirée et un rapport a été rédigé avant même la réalisation d'une autopsie. Bizarre. De plus, l'enquête menée en Nouvelle-Zélande a mis 3 ans pour obtenir les noms des personnes travaillant à la base, car la NSF et Raytheon refusaient de fournir, encore une fois, ces informations. C'est fou, hein, si peu de transparence. 3 ans pour obtenir les noms juste une liste de noms. Non, c'est assez opaque. Lorsque le détective a finalement obtenu les noms, Raytheon et la NSF ont seulement accepté de distribuer un questionnaire à leurs employés après avoir eu la possibilité de sélectionner les questions autorisées. De plus, ils ont fortement souligné à leurs employés en fait, que le questionnaire était facultatif. Oui, c'est ça, aucune obligation. Ben oui, de le remplir. En conséquence, seuls 13 des collègues de Rodney sur 49 ont répondu au questionnaire. Ces faits sont assez choquants étant donné que, selon tous les comptes rendus, tout le monde l'aimait.
De plus, au fur et à mesure que l'enquête avançait, le coroner néo-zélandais s'est vu refuser à plusieurs reprises des entretiens supplémentaires avec un médecin ayant traité Rodney. Le rapport final du coroner a été publié en 2008, concluant qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer quoi que ce soit et finalement aucun verdict n'a été rendu quant à la cause de sa mort, nous laissant seulement spéculer. C'est fou, hein? C'est comme si les Américains prenaient pas du tout au sérieux l'enquête. Oui, exact. Tu sais, 3 ans pour fournir les noms. Une fois que tu as les noms, 3 ans plus tard, ces gens-là, est-ce qu'ils se rappellent aussi clairement ce qui est arrivé la veille, l'avant-veille, cette semaine-là, 3 ans plus tard? Tu sais, c'est carrément, c'est une entrave, selon moi, à l'enquête, tout ça. Puis après, ça devrait être obligatoire et non facultatif. Exact. Ça devrait pas être un questionnaire, ça devrait être des entretiens en personne. Puis ça devrait être les 49, pas juste les 13 qui ont accepté d'une manière facultative. Il y a quelque chose, c'est louche. Est-ce que les Américains protègent un de leurs citoyens? Est-ce que Rodney il savait quelque chose qu'il ne devait pas? Je veux dire, mourir par empoisonnement aussi, c'est une forme de symbole. C'est sûr, c'est plus discret aussi, mais ça doit goûter en plus. Là, c'est là que ça m'intrigue, la quantité qu'il a consommée. Est-ce que c'était sur un long plat? Puis que Bref, on s'en reparle. Le rapport final du coroner néo-zélandais a été publié en 2008, concluant qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer quoi que ce soit. Et comme tu dis, Seb, il n'y a eu aucun verdict en lien avec sa mort. Alors qu'on se plonge dans les théories sur ce qui a pu arriver à Rodney, je dirais que la spéculation sur cet incident est plutôt délicate en raison des détails obscurs et du manque de coopération des parties impliquées. La première théorie souvent évoquée dans les discussions sur cette affaire est liée à l'idée que Rodney aurait accidentellement bu du méthanol en raison de la fabrication de son propre moonshine. Okay. C'est-à-dire que, la base possédait sa propre distillerie, mais il semblerait que nulle part on pouvait trouver du méthanol dans la distillerie. Là. C'est quand même aussi étrange. Donc, apparemment que Rodney fabriquait un genre de moonshine, qui est un peu un whisky à l'époque de la Prohibition, qui était fait un peu la nuit, à l'abri des regards. Donc, lui, apparemment, qui en fabriquait un. Mais là, est-ce que vraiment il aurait bu... je pense pas que tu mets du méthanol dans du moonshine, là, tu sais. Non. Puis, je vois pas en quoi ça serait lié, là. Il y en a qui disent que Rodney aurait peut-être confondu 2 bouteilles sur son bureau, parce qu'apparemment qu'il y avait un espace de travail assez désordonné. Oui. Mais, 150 ml de méthanol, c'est... Ça doit pas goûter bon. Non, c'est ça, c'est de l'alcool à bois, là. C'est pas une petite gorgée, là, 150 ml, là. Ça doit brûler. Il faut vraiment que tu t'en rends compte, selon moi, là. L'autre personne clé dans l'affaire, c'est le docteur Robert Thompson, évidemment, qui a traité Rodney. Certaines de ses actions étaient très discutables, comme par exemple, il lui a injecté du Haldol, le sédatif, peu de temps avant qu'il décède. De plus, il y avait un analyseur de sang Ectachem dans la pièce. S'il y a des distordus dans le domaine de la santé, vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est tout ça. Et apparemment que la batterie au lithium était morte, ce qui signifiait que l'appareil perdait son étalonnage à chaque fois qu'il était éteint. Thompson était au courant de ce dysfonctionnement. Il avait signalé à l'entreprise Raytheon, mais pour une raison quelconque, il n'avait jamais tenté de le réparer et a décidé de ne pas le laisser allumer tout simplement. Donc, Raytheon et la NSF ont évidemment refusé de coopérer, mais cela semble faire partie d'un genre de schéma plus large de comportement lorsqu'il s'agit d'incidents douteux qui se sont produits en Antarctique. Comme tu dis, il y a une opacité, là. Alors que les enquêteurs étaient sceptiques quant à un empoisonnement intentionnel, s'il s'agissait d'un complot, par exemple, on ne peut que remettre en question la motivation. C'est quoi le mobile de tuer Rodney, tu sais? Mais évidemment, lorsque l'on prend en compte tous les autres scandales qui se sont produits dans diverses stations par le passé, pour les moindres petites choses, cela ouvre certainement la porte à plusieurs possibilités de mobiles, tu sais. Une autre chose étrange, c'est que les collègues de Rodney ont déclaré après sa mort qu'il était apprécié, mais encore une fois, il y a juste 13 d'entre eux qui ont coopéré vraiment à l'enquête. Donc, c'est, aussi,
il n'y a aucune déclaration de sa fiancée, Sonia, parmi ces 13-là. Ok. Donc, bizarre encore une fois. Elle a donné des preuves lors des audiences, mais elle a refusé de donner des interviews là, sur la mort de Rodney, à part en 2004, où elle a admis être retournée même travailler à la station de recherche en Antarctique, où son travail, ironiquement, consistait à suivre les produits chimiques et l'équipement de nettoyage utilisé sur la base. C'est vrai que c'est ironique. Donc, c'est tout de même un peu bizarre de la part de sa fiancée. Là. Ben oui, Je même, dirais tout d'abord de retourner sur la base où son copain est décédé. Oui. Puis en plus de gérer les produits chimiques, tout ça, ça fait pas d'elle une suspecte, mais c'est un autre comportement bizarre dans ce mystère-là. Là. C'est très étrange. Et peut-être le dernier détail étrange là, qui n'a jamais été vraiment complètement élucidé, là, c'est le fait qu'apparemment, il y avait des marques d'aiguilles retrouvées sur le bras de Rodney. On sait qu'il y a au moins une marque qui aurait pu provenir du médecin quand il lui a injecté le Haldol, mais les autres, ça vient de où, ça? Donc, encore une fois, il y a beaucoup plus de questions que de réponses en lien avec la mort de Rodney Marks, là. Les résultats de l'enquête menée en Nouvelle-Zélande ont été publiés en 2008, concluant qu'il n'y avait aucune preuve pour condamner qui que ce soit. Donc, l'énigme de la mort de Rodney Marks persiste et elle alimente d'une certaine façon la fascination et la perplexité de ceux qui s'intéressent au mystère du continent glacé. Donc, évidemment, en raison de tout ça, des questions de juridiction, on voit que justement la loi puis un peu le flou au niveau du droit en Antarctique n'aide pas lors d'enquêtes de ce type-là. Puis ses parents, en fait, les parents de Rodney ont un peu fait la paix avec sa mort en affirmant qu'ils ne s'attendent plus à des résultats sur l'enquête. Ils acceptent de vivre sans savoir ce qui est réellement arrivé à leur fils. Donc, c'est triste quand même. C'est très triste pour les parents, là. Pour tout le monde, en fait. D'abdiquer comme ça. Je les comprends aussi à un certain point d'abdiquer parce que faut lâcher prise, ça doit tellement être coûteux en ressources, en énergie, en espoir qui tombe par la suite. Donc, mais c'est ça. C'est triste de voir qu'en raison de très peu de transparence, sa mort est peut-être facilement explicable. Il y a peut-être quelqu'un qui le sait, mais ses parents le sauront peut-être jamais. Donc, c'est très triste pour cette histoire-là. Ah, absolument. Il y a une autre problématique, Émile, notoire et non négligeable qu'on doit vraiment parler en Antarctique. Là. Oui. C'est les cas de violence et de harcèlement sexuel, car ils sont très fréquents si on se fie à plusieurs rapports. Selon des enquêtes menées dans les bases scientifiques australiennes de l'Antarctique, une ambiance de vestiaire, des plaisanteries et moqueries sexuelles, des demandes intempestives de rapports sexuels et des comportements homophobes ont été identifiés, créant un environnement assez toxique là, pour les travailleurs. Parce que oui, j'imagine que si la violence en général, les gens pètent des coches pour s'être fait divulguer la fin d'un livre, pardon. Au niveau sexuel, effectivement, ça ne doit pas être facile là, sur place. Non, vraiment pas. Là. De plus, une station de recherche américaine à McMurdo a été le théâtre de harcèlement et de violences sexuelles avec de nombreuses femmes dénonçant des agressions sexuelles subies et une culture machiste. Ces rapports mettent en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes travaillant en Antarctique et ça souligne la nécessité de mesures pour assurer un environnement de travail sûr et respectueux pour l'ensemble des membres du personnel. On a épluché un des rapports sortis en 2022 ayant pour titre « Perspective des forces de l'ordre sur les questions de harcèlement sexuel et de harcèlement concernant le programme antarctique des États-Unis ». Et il est publié par la Fondation nationale des sciences des États-Unis. Le rapport fait plus de 28 pages et on y trouve des témoignages assez troublants. Là. Oh oui. Tout d'abord, selon le rapport, 47% des femmes interrogées et 33% des hommes estiment que l'agression sexuelle est un problème au sein de la communauté de chercheurs américains en Antarctique. C'est beaucoup, là. C'est une femme sur 2 puis un homme sur 3. Là.
Dans les groupes de discussion, les entretiens avec les parties prenantes clés et par correspondance électronique, les interviewés ont relaté des expériences telles que, écoutez ça, il y a un superviseur masculin tentant d'entrer dans les chambres des femmes à l'aide de ses clés principales, une agression sexuelle sur la station au cours de laquelle l'agresseur a violemment frappé à la tête de la victime contre une armoire métallique avant de l'agresser sexuellement. Un homme a également signalé avoir été tripoté par des collègues masculins et féminins. Peu importe le sexe, les participants au projet ont décrit comment les femmes sont chassées et perçues comme des proies par des hommes plus âgés. Oui, on dirait que les gens deviennent des animaux, là, soudainement. Oui. Une répondante à l'enquête a écrit « Dès mon premier jour à la base McMurdo, on m'a dit de rester à l'écart du bâtiment. Si je ne voulais pas être violée... » Une survivante d'agression sexuelle et de harcèlement, encore une fois à McMurdo, a raconté « Je suis partie parce que j'ai été agressée sexuellement. Je ne l'ai pas signalé car, d'après tout ce que j'avais vu jusqu'alors, j'ai supposé que mon entreprise me licencierait si je le faisais. Quand j'ai atteint le point où je ne pouvais plus le supporter, j'ai démissionné. » C'est fou parce qu'ils ont même pas, ils ont peur même de dénoncer ça puis que ça se retourne contre eux. C'est pas normal. Oui, puis ils n'ont pas le choix, j'imagine, de passer beaucoup de temps en présence de leur agresseur. T'as raison. En isolement comme ça. Ah, t'as raison, j'avais même pas pensé. Des entrepreneurs ont décrit comment, malgré des efforts répétés pour signaler les abus et tenir les auteurs responsables par le biais du processus des ressources humaines, il y avait rarement de sérieuses conséquences pour les auteurs de harcèlement et d'agression sexuelle. Une autre répondante a affirmé « Un nombre notable de membres de la communauté estiment que les départements des ressources humaines des entrepreneurs et sous-traitants minimisent, dénigrent et blâment les victimes qui signalent le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. » Un autre interviewé a parlé d'une survivante d'agression sexuelle qui n'était pas disposée à signaler à la personne responsable d'intervenir à sa station car elle pensait que cette personne était mal informée, dénigrante, inaccessible et susceptible de minimiser son expérience. Oui, donc il y a des problèmes avec les RH aussi. Là. Oui, beaucoup. Des descriptions d'hommes suivant des femmes jusqu'à leur dortoir après que leurs avances sexuelles ont été rejetées, des femmes se sentant obligées de se cacher dans d'autres pièces pour que la personne qui les harcèle ne sache pas où elles vivent, et des hommes ayant accès aux horaires de travail des femmes travaillant à la cuisine pour les traquer lors du changement d'équipe ou pour les suivre chez elles. C'est fou. Ouf, c'est clair. Il y avait une femme à McMurdo, a raconté un interviewé, qui m'a dit qu'elle portait un marteau avec elle. Elle change constamment de chambre car elle est tellement effrayée. Les ressources humaines lui ont dit de se promener avec une radio si elle se sentait mal à l'aise, mais ils ne peuvent rien faire car elle est encore sous enquête, car c'est encore sous enquête. Les résultats du rapport soulignent la nécessité vraiment d'une action immédiate pour prévenir et répondre à ces problèmes. C'est un rapport de 2022, là, je vous rappelle. Oui. Avec toutes ces histoires, Émile, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, qu'on ne connaît pas, là, on se rend vraiment compte que l'isolement et le manque d'intimité et un climat extrême peuvent vraiment pousser l'humain à ses limites corporelles et psychologiques. Là. On dirait que le dernier rapport, c'est encore pire. Pas que c'est pire, mais c'est un angle encore plus mauvais de l'humain. Là. Oui, tu mélanges justement, c'est sûr que c'est des endroits où tu as des proportions d'hommes vraiment, hommes et femmes débalancés. Tu as beaucoup plus d'hommes que de femmes, puis on dirait que ces gens-là, avec l'alcool, avec les abus qu'ils peuvent faire, même si c'est des gens à la base, on n'envoie pas des douchebags du New Jersey en Antarctique, on envoie des scientifiques entraînés, tout ça, des gens qui ont des hautes études, qui ont été évalués aussi, et tout ça, mais on dirait que là-bas, ils deviennent, je sais pas si le QI baisse ou les pulsions primaires sont tellement fortes qu'ils sont incapables de se contenir. Ils snappent soit envers des collègues, vont faire des tentatives de meurtre, puis effectivement l'aspect sexuel a aucun bon sens là, vraiment. On dirait qu'ils se comportent là-bas
ils se comportent pas là-bas comme ils se comporteraient dans la société actuelle, tu sais, dans leur pays où ils vivent. C'est comme si ils étaient vraiment dans la jungle, sur un territoire où tout est possible. Oui, exact. On dirait que c'est le cerveau reptilien qui embarque. C'est étrange, un peu comme dans les histoires comme The Experience, là, où ce qui enfermait, il donnait des rôles dans des prisonniers à des, c'est tous pas des vrais prisonniers, des faux, des vrais gardes, mais il leur donnait un rôle de garde et de prisonnier. Il leur mettait des lunettes et tout ça. On dirait que les gens, ils viraient fous. Ils devenaient avec des rôles. Et on dirait que c'est un peu, on dirait que je le vois un peu comme ça, dans le sens que dans l'histoire que je te parle, c'est que les gardes utilisaient leur pouvoir de manière exagérée sur les autres. Là. Puis c'est un peu ça, là, c'est une forme de pouvoir. On dirait que quand tu le sais que tu as le droit, on dirait qu'il y a certains humains qui profitent de cette latitude où dès qu'il y a un espace où ce qu'ils peuvent le faire, ils le font. C'est troublant, mais je pense que ça fait partie de l'humain. On dirait que peu importe, j'ai l'impression, la personne, tout le monde n'est pas un agresseur, pas un abuseur même en Antarctique, mais j'ai l'impression que la prévalence elle doit être beaucoup plus élevée, même pour des gens que je pourrais dire normaux. On dirait à cause du contexte. Ah, tout à fait. Ah non, c'est tellement intense. Wow, ah non, c'est méchante histoire. Honnêtement, là, je pensais pas tout ça de l'Antarctique. Je pensais pas que c'était si... Il y a des belles histoires aussi, mais on est à distorsion. Oui, on va vous laisser les découvrir via d'autres publications. Il y a des histoires aussi un petit peu plus contestées et contestables. On va en parler dans l'after show. Oui. On va parler de théories du complot liées à l'Antarctique parce que c'est un monde mystérieux, un monde énigmatique. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça nous réserve et ça laisse place à plein d'histoires funky. Certaines qui sont complètement tirées par les cheveux et d'autres qui, à vous de juger, peut-être que vous les jugerez probables, mais théorie du complot en Antarctique, c'est de ça qu'on vous parle dans l'after show pour nos abonnés Patreon. Donc, merci Seb, merci aux Distordus, c'est déjà la fin. Dites-nous ce que vous pensez de cet épisode-là. Est-ce que vous aimeriez aller vous isoler en Antarctique, faire de la recherche scientifique? Peut-être que vous aviez envie avant et que maintenant vous n'avez plus envie. On vous comprend. On vous remercie d'être toujours à l'écoute, de votre soutien perpétuel. Merci à André Beaupré pour son montage. La musique est de moi-même dans cet épisode. Vous savez où nous trouver, les Distordus, si vous voulez nous parler. On est partout. On est sur YouTube, sur Facebook, Twitter, sur TikTok aussi, sur Instagram, bien sûr. Et on a bien hâte de savoir ce que vous en pensez. Il reste encore quelques épisodes à cette saison. Oui. Tenez bon jusqu'à la fin. Et on a quelques surprises, en fait plusieurs surprises de réserver pour vous. Avant de quitter, on n'a pas le choix de donner des gros shout-outs à nos abonnés Patreon pour leur amour inconditionnel. Je te laisse aller, Seb. Oh oui, un gros high five. Merci à Sarah R, Isabelle LF, Isabelle B, la mystérieuse ou le mystérieux Everyday Love et Call Me Mr. Half Hot. Oh, oh, oh. Une bonne poignée de main à Élise F, Céline G, à Audrey B, à Alexandre L et à Sophie M. Merci beaucoup à J P, Antoine R, Raph P, Alice V et Bagelfret. Oh. On ne pourrait faire ce show sans l'aide d'Alejandra D, de Mélanie B, de Jess L, de Caroline B, et du mystérieux ou de la mystérieuse GB. Un gros bisou à Laurie O, Ulysse B, Samsonite ou Samsonite, Alexandre L et Mathieu V. Aussi, une bonne tape dans le dos à Jean-Philippe, à Giovanni T, à Benoît L, à Evelyne G et à Marianne L. Je souhaite beaucoup de bonheur à Zora Light, à Nancy G, à Grégory J, à Adi L et à Chloé B. Un gros câlin à Maude PF, à Caroline, à Camilla J, à Marilyn B et à Geneviève G. Je poursuis à Aquamarine, avec Aquamarine, Steve B, Emma D, Sabrina L.A. et Sylvain M. Et pour terminer, une grosse dose de love à Massico, à Chloé B, à Mathieu B, Mathias D et Élie L. Merci à vous.
Pour conclure, mon cher Émile, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Si vous souhaitez partir en Antarctique, sachez qu'avec nos 120 épisodes, vous pourrez survivre à l'isolement pendant plusieurs mois. C'est certain. Oh oui.